L'homme frappe le bloc de granit avec l'outil rudimentaire qui lui sert à dégager la pierre pour pouvoir l'extraire. Un bandeau tressé retient ses longs cheveux. Il est torse nu et n'est vêtu que d'une courte peau retenue à la taille par un lien végétal. La femme dort, enroulée auprès de lui dans une peau de loup. Et l'homme la regarde parfois avec un mince sourire perplexe et admiratif. De quelle tribu a-t-elle surgi un soir dans sa vie? Perdue sur la plage, blessée et presque mourante. Il l'a ramenée dans la hutte de rondins et de branchages où il vit, en solitaire, sans rien en dire à personne. Ron, le chef de son ancien clan, la réclamerait sans nul doute pour lui. Il le sait avide et cruel, prêt à tuer pour ce qu'il désire. Et cette femme-là est trop belle pour qu'il ne la veuille pas. L'homme grogne de colère inquiète en retroussant sa lèvre, puis il retourne à son travail. Les coups secs de son outil résonnent sans troubler le sommeil de la dormeuse. Et le bruit sourd des vagues accompagne son geste précis dans le jour qui tombe. Art n'aurait jamais cru cela. Hawa fait face au loup. Le vieux solitaire qui l'entend hurler certains soirs s'est approché bien plus près de la hutte que d'ordinaire, où il reste dissimulé dans les fourrés du bois. Hawa et lui se regardent sans bouger, paisiblement. Les yeux verts et brillants du loup fixés sur la femme qui ne semble pas effrayée. Art, indécis, se demande ce qu'il doit faire. Révéler sa présence, aller chercher son arc pour tirer sur la bête. Mais le loup sera parti avant qu'il puisse faire un pas. Et c'est Hawa qui bouge la première et va vers l'animal. À un tout petit pas, pour ne pas le perturber. Elle module un son de gorge doux et chantant pour le mettre en confiance. Et il semble l'écouter, la comprendre, l'accepter même. Elle est près de lui maintenant. Et Art se retient de lui crier d'être prudente et de reculer. Mais elle s'agenouille comme pour saluer l'animal dont les oreilles et la queue bougent imperceptiblement. Il émet un son à son tour, qu'Art est incapable de traduire. Puis enfin tourne le dos sans hâte et s'efface sous les arbres et dans les buissons, si bien qu'il croit avoir tout imaginé. Hawa est toujours immobile, genoux en terre, et il trépigne d'impatience et presque de colère. Que fait-elle donc avec cet animal ? Ne sait-elle pas que c'est un prédateur dangereux, que l'on chasse et dont on porte la peau? Mais bien sûr qu'elle le sait. Lorsqu'elle revient vers lui et le découvre, elle esquisse une grimace, mi-satisfaite, mi-repentante devant son air sévère, et lui sourit. Hawa ne doit pas faire ça, dit-il en la tirant par le bras plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Mais Hawa connaît le vieux loup, proteste-t-elle. Il ne lui fera pas de mal. Loup n'attaque pas les humains.
Ce matin-là, Art a entraîné Awa à l'intérieur du tumulus fraîchement couvert. Jusque-là, elle ne l'avait guère approché, car elle sentait que c'était son domaine, une sépulture qui lui était chère et dont il n'avait pas encore parlé. « Mon frère, » explique-t-il en la faisant pénétrer plus profondément dans la petite salle à demi cachée, tout au fond du passage sombre. Awa le regarde, interdite. Art avait un frère? Le visage d'Art s'est assombri, et Awa le voit serrer les dents, une lueur farouche dans les yeux. Jeune frère, oui, tué. Et Art tourne la tête vers l'extérieur et le chemin qui mène au village de Huth. Quelqu'un, là-bas, avait-il donc tué ce frère qu'il semblait regretter et pleurer? Art déplace une grosse pierre en s'arc-boutant contre la paroi pour la faire glisser. Et il révèle alors une fosse peu profonde où repose un squelette vêtu de lin. Sur le crâne subsistent encore quelques touffes de cheveux, mais il doit être mort depuis plusieurs années. Des parures colorées ornent l'endroit de sa poitrine affaissée, et Art s'agenouille pour le toucher d'une main tremblante. Art viendra avec lui plus tard, dit-il d'une voix rauque. Awa aussi, si elle le veut. C'est un cadeau que lui fait ainsi Art, d'être ensevelie avec lui dans un tumulus. Elle qui n'a plus de clan, plus de famille, et dont le corps risque de blanchir au grand air, si personne ne songe à lui donner une sépulture décente. Awa frissonne un peu et se recule. Art rêve, et son rêve est un cauchemar, celui qui surgit parfois lorsque son esprit est inquiet. Il a voulu oublier, et Awa a surgi au bon moment. Mais il sait bien qu'il ne parviendra jamais à enlever de sa mémoire la mort de son jeune frère. Ron a tué Mané. Il le sait. Il le sent dans toutes les fibres de son être. Ce même Ron qui l'a chassé ensuite en le terrassant au combat. Le bras d'Art a-t-il donc perdu sa puissance pour avoir été ainsi vaincu et pour n'avoir pas su le venger? Quelle était donc cette querelle qui avait opposé Mané à Ron, si ce n'est la possession d'une femme? La femme de Mané que Ron voulait obtenir. C'était un envieux, un brutal, qui ne savait que se battre, défier les autres, et, fier de sa force, prendre et tuer. Il avait la jeunesse, la stature d'un colosse, et cette ardeur que l'âge n'avait point encore diminuée. Le chagrin et les ans avaient sapé la force d'Art dans ce combat. Et s'il ne s'était pas terminé par un meurtre, c'est que tout le clan y avait assisté et s'y était opposé. Art avait enterré son frère dans cette tombe, maintenant couverte par la lourde dalle apportée par Ya. Et il avait bien l'intention de la dissimuler encore mieux, sous un monticule de terre, où la mousse et les herbes pousseraient pour la cacher complètement aux humains. Le loup vint vers Mars à peine eut-il pénétré dans la forêt. C'était son domaine, son territoire. Il allait ainsi sécuriser le chemin de son ami humain, ses pas feutrés par la mousse et l'herbe.
Au bout d'une sente, confondu dans l'ombre, un cerf attendait, un 10 corps magnifique et hautain. Et Mars s'arrêta à une certaine distance pour le saluer. C'était un habitant des bois que l'on révérait, et son brame rauque, telle la voix d'un de leurs dieux, parvenait aux humains certaines nuits, impressionnant dans le silence. Mars et le cerf se regardèrent, aussi immobiles l'un que l'autre. Le cerf gratta le sol de son pied, inclina sa tête lourde de ses bois, puis s'écarta pour lui laisser l'accès au pays secret et interdit des Osegons, dont il était le gardien. Mars et le loup cheminèrent ainsi toute la journée, sous les frondaisons épaisses, et ils s'arrêtèrent près d'un étang pour la nuit, où Mars s'endormit contre le flanc du loup. Un étrange cri le réveilla, entouré d'un cercle de corbeaux qui jacassaient entre eux. « Que voulez-vous » demanda Mars. L'un des corbeaux avança plus près, s'éloigna, puis revint pour l'inviter à poursuivre sa route. Mars devina ainsi qu'on guidait son parcours. Alors l'atmosphère changea, la lumière aussi, et il sut qu'il avait atteint une frontière invisible, celle du pays Osegan. Il s'arrêta dans une petite clairière où les arbres aux troncs noueux semblaient évoquer un visage, une silhouette. Le loup s'assit sur son arrière-train, immobile. Il ne semblait ni inquiet, ni agité. Mars vint alors près de lui et ferma les yeux afin de concentrer son énergie. Le temps s'écoula, et sa méditation silencieuse le conduisit vers les mondes encore en gestation qui succéderaient aux siens. Une force inconnue le ramena à la surface, et il écarquilla les yeux, stupéfait. Un grand hibou des bois le fixait de ses yeux jaunes. Immense et déployé, ses ailes beiges aux extrémités noires emplissaient le paysage. « Nous t'attendions » dit alors un personnage noueux comme un tronc, entouré d'autres formes aussi étranges, qui ressemblaient à des arbres. Fasciné, Mars se pencha vers le petit lac qui venait de surgir à ses pieds. Il y avait là sa vie et celle d'autres humains. Tout cet avenir lointain qu'il venait d'entrevoir. Des mondes différents, des inventions étonnantes, des machines effrayantes. Une sorcellerie nouvelle et tellement plus efficace et dangereuse que celle que pratiquaient certains êtres de son peuple. Est-il nécessaire de savoir, soupira-t-il. Non, Mars, seul ton bon sens, ta réflexion, ta sagesse te guideront. Beaucoup d'humains voudraient posséder le don que tu as reçu, mais ils n'en connaissent pas le prix. Mars détourna les yeux du lac qui disparut. J'en sais assez pour aider mon peuple dans cette vie présente. Nous l'accepterons telle qu'elle est et nous la transformerons par nous-mêmes. Derrière l'être feuillu, un cheval blanc sortit de l'ombre. Mais était-ce un cheval terrestre? Il avait sur la tête une petite corne, une tache en forme d'étoile sombre et une crinière, longue et soyeuse, recouvrait sa robe. Le cheval le regarda sans bouger, ses oreilles mobiles remuant pour capter les sons et les mouvements. Mars s'enleva alors sur le dos de sa nouvelle monture, qui secoua sa crinière, puis se mit en marche, escorté par le loup, pour regagner le village du jeune chaman.